Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Une police de sécurité du quotidien, c'est une des mesures annoncées par Emmanuel Macron. Il réunissait 500 policiers et gendarmes à l'Elysée pour détailler son plan de sécurité. Sur fond de menaces terroristes et de grogne des forces de l'ordre, ce ne sera pas le retour de la police de proximité, promet le chef de l'État. On en parle dans notre débat. Emmanuel Macron qui a décidément du mal à se départir de son étiquette de président des riches. Une centaine de parlementaires de gauche lui réclament de rendre public l'impact de ses mesures fiscales sur les Français les plus riches. Analyse et réaction dans un instant. À la veille du congrès de l'Assemblée des départements de France, les élus réitèrent leurs demandes sur l'aide sociale et la prise en charge des mineurs isolés dont le nombre a explosé. Ils redoutent toujours que l'État se défausse sur les départements. Nous serons en direct de Marseille dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct du Sénat et Oriane Mancini à Marseille à l'occasion de l'Assemblée des départements de France. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Un tel rassemblement de l'ensemble des forces de l'ordre n'avait pas eu lieu à l'Elysée depuis Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron s'est adressé cet après-midi aux représentants du secteur. Le chef de l'État a dévoilé les grandes lignes de sa politique de sécurité entre grogne policière, mais aussi dans un contexte de menaces terroristes accrues. On l'écoute. Nous avons à faire face aujourd'hui à un phénomène où un certain nombre de nos concitoyens sont tentés par des thèses radicales et la violence extrême. Aussi, ce défi implique, dès le plus jeune âge, d'avoir une politique de prévention assumée. Ces sujets sont éminemment complexes, mais la grande pauvreté, le délitement des structures familiales, l'affaiblissement de nos structures éducatives, l'absence totale de mobilité économique et sociale nourrissent, si je puis dire, dans certains quartiers, le travail de celles et ceux qui sont devenus des artisans d'une radicalisation violente. Et donc nous devons nous attaquer aussi à la racine de ces problèmes et tout en menant cette bataille intraitable à l'égard de celles et ceux qui radicalisent, prêchent ou poussent à l'acte terroriste, il nous faut travailler en profondeur, en particulier dans les quartiers les plus vulnérables, sur un agenda ambitieux en matière éducative, en matière sociale, en matière de mobilité économique, pour lutter contre la ghettoisation de certains quartiers ou l'assignation à résidence de certains de nos concitoyens. Cela fait partie aussi de ce travail plus large de prévention et de lutte contre ce qui aujourd'hui mine notre société. Et on reparlera de ces grandes annonces sur la sécurité dans notre débat à 17h30. Je vous le disais en titre, la réforme de l'ISF suscite toujours la controverse, et notamment auprès des parlementaires. Ils sont une centaine à vouloir connaître son effet sur les plus riches. Bruno Le Maire a donc dévoilé les premiers chiffres. Clément Perrault. L'appel est en une du journal Libération. 120 députés et sénateurs de gauche interpellent le gouvernement. Nous demandons au gouvernement de rendre public l'impact de ces mesures fiscales et budgétaires sur les contribuables les plus aisés et sur les 100 Français les plus riches. Le but de cette initiative est clairement de coller encore et toujours à Emmanuel Macron cette fameuse étiquette de président des riches. Parmi les signataires figurent de nombreux socialistes. On est sur cette affaire de l'ISF, sur une volonté transparente de privilégier une certaine partie de la socialité, la Startup Nation, les gagnants de la mondialisation, et puis les autres, je ne veux pas reprendre les formules à la mode, les feignants, ceux qui partent en vacances. Il demeure quand même dans cette affaire une forme de mépris. Mais certains sénateurs socialistes, eux, n'ont pas signé. Pour une raison simple, ils peuvent en réalité déjà accéder à ces informations via la Commission des finances. Le groupe socialiste au Sénat dispose, par le truchement de Vincent Eblé, de la présidence de cette commission et que, de par son statut, il a la capacité d'avoir l'ensemble de ces informations en se rendant à Bercy, en effectuant un contrôle sur pièce et sur place. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, dans une interview au journal Le Monde aujourd'hui, a répondu par la négative à cet appel. Il n'est pas question de remettre en cause le secret fiscal. Nous allons rendre 400 millions d'euros aux 1000 premiers contributeurs. Soit 400 000 € en moyenne pour chacun de ces contributeurs.
Et pour plus d'informations, notre site internet publicsena.fr. Vincent Eblé, le président de la commission des finances du Sénat, a confié à François Vignal avoir écrit à Bruno Le Maire pour avoir plus d'informations sur la fiscalité des Français les plus riches. Si il n'obtient pas gain de cause, il promet de se rendre lui-même à Bercy. Le tacle de Christophe Castaner à François Hollande. L'État va en effet devoir rembourser aux grandes entreprises 10 milliards d'euros en raison d'une taxe de 2012 que la justice a invalidée. Pour le porte-parole du gouvernement, c'est la preuve de l'amateurisme juridique du quinquennat précédent. On l'écoute. Le Premier ministre, après le propos du Président de la République, a pu, en abordant cette question de la prospective budgétaire, partager cette mauvaise nouvelle, qui est la condamnation de la France, de l'État français, des Français, à rembourser 10 milliards aux plus grandes entreprises. L'amateurisme juridique a conduit à faire le plus grand cadeau fiscal qu'on ait jamais fait aux grandes entreprises de ce pays. Je le dis avec une certaine forme de gravité parce que le Premier ministre l'a posé ainsi, parce qu'au fond, celles et ceux qui donnent des leçons, lancent des appels au gouvernement, sont au fond responsables d'une dette de l'État qui est égale à 4-5 années d'ISF. Et on prend tout de suite la direction de la salle des conférences où nous attend Saveria Rojek avec le sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet, pour une première réaction cet après-midi. Bonjour Éric Bocquet. Bonjour. On vient de l'entendre, Christophe Castaner qui tacle François Hollande d'amateurisme après la censure par le Conseil constitutionnel de la taxe sur les dividendes. Selon lui, il va falloir rembourser 10 milliards d'euros aux entreprises. Une réaction? Je crois qu'on est dans un débat annexe. Le débat, c'est pas la faute de qui avant. La question qui s'engage aujourd'hui avec le débat parlementaire qui s'engage sur le budget, d'abord à l'Assemblée qui viendra chez nous ensuite, s'engage pour le gouvernement de la plus mauvaise des manières, avec cette erreur terrible de suppression de l'ISF et de création de la flat tax qui va coûter 4,5 milliards d'euros. Ce gouvernement ne sait pas comment se dépêtrer de cette affaire d'ISF qui va poursuivre le débat budgétaire jusqu'à son terme, à mon avis. Éric Bocquet, venons-en à cet appel au gouvernement de publier ce chiffre, la somme dont vont bénéficier les 100 premières fortunes de France grâce au budget 2018. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, commence à vous répondre. Il dit que ce seront 400 millions d'euros qui seront rendus aux 1000 premiers contributeurs français. 400 millions d'euros, c'est pas 4,5 milliards. Non, c'est très loin du compte d'une part, et puis je voudrais aussi que ce gouvernement s'intéresse aux 3250 familles françaises les plus riches de ce pays, qui ont 150 milliards d'euros dans les territoires offshore dans le monde. Voilà une source qu'il faudrait regarder de très très près. Ceux qui disent qu'il y a une insuffisance de capitaux dans les entreprises, il faut les faire revenir. En quoi le pari que fait Emmanuel Macron de miser sur le fait que les plus riches vont réinjecter ces capitaux dans l'économie, en quoi ce pari, vous le jugez d'office faux? C'est une vieille théorie. L'expérience de ces 10-20... En quoi est-elle fausse? Parce que dans la vie, on n'a pas vérifié que ces dispositifs avaient ramené cet argent mis de côté, dans les territoires offshore notamment, dans l'économie réelle. Il existe déjà des dispositifs comme l'ISF-PME qui avaient pour but d'inciter les grandes fortunes à investir davantage dans l'économie, les PME. On ne voit pas que ça a eu des résultats spectaculaires ces dernières années. Le chômage, que je sache, est toujours aussi fort et notre société est toujours en crise. Donc ça n'a pas marché et on persiste dans l'erreur à faire croire que l'argent fuirait l'impôt. Alors que tous les pays de l'Union européenne sont concernés par ces problèmes d'évasion fiscale et pas que la France. Donc le sujet n'est pas là, le débat il n'est pas là du tout. Emmanuel Macron a promis, ou en tout cas menace, la contrepartie, s'ils ne réinvestissent pas cet argent, ils seront taxés. Il faut des patrons patriotes ou vous n'y croyez pas, ces patrons patriotes? Il en existe, je suis sûr qu'il en existe, mais on est dans un système où l'argent a pris une telle place, une telle ampleur. Enfin, il suffit de regarder chaque année ce magnifique magazine Challenge, le numéro du mois de juillet qui fait le palmarès des 500 plus grandes fortunes professionnelles de France. Regardez les chiffres qui ne font que croître et embellir au fil des années sans que ça ait de l'effet pour l'économie. On est les champions d'Europe de distribution des dividendes, la France. Alors que la tendance mondiale est à la baisse, la France garde un record en ce domaine. Une dernière question, Éric Bocquet. Est-ce que cette question de la fiscalité, c'est une question sur laquelle justement peut se faire l'unité, le rassemblement de la gauche? On le voit dans les signataires de cet appel, il y a la France insoumise, il y a les socialistes, il y a les communistes. Oui, c'est un marqueur fort. Oui, la fiscalité, c'est le sens qu'on veut donner à une société. La solidarité, construire un monde civilisé, ça passe par un impôt juste, progressif, auquel personne n'échappe pour construire le monde dont on a besoin et répondre à tous les besoins de l'humanité. Et ce budget, c'est une politique fiscale qui est, à vos yeux, profondément, justement, inéquitable, inégalitaire? Complètement. Il n'y a pas que nous qui le disons. Je veux dire, je lis la presse depuis 15 jours, depuis que les chiffres ont été annoncés. De partout, on parle au bonheur des riches et un budget fait pour la minorité, le 0,1% du sommet de la pyramide. Très bien. Merci beaucoup. Merci Éric Bocquet d'avoir répondu à la question. Merci.
Merci à vous, Saveria. Perquisition du Modem à Paris dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif des assistants parlementaires européens du parti. C'est cette affaire qui avait coûté, on s'en souvient, son poste de garde des Sceaux à François Bayrou. Plusieurs milliers de documents, des contrats de travail, bulletins de salaire et autres courriels ont été transmis aux enquêteurs, selon une source proche du parti centriste. À la veille du congrès de l'Assemblée des départements de France, les élus demandent toujours à l'État la prise en charge des dépenses sociales alors que les régions ont claqué la porte de la conférence des territoires. L'exécutif est attendu de pied ferme. On va d'ailleurs retrouver sur place notre journaliste Oriane Mancini à Marseille pour faire un point sur les enjeux de ce congrès. Oriane. Et oui Delphine, ce congrès qui s'ouvrira demain sur fond de tensions entre l'État et les élus locaux. Et deux sujets préoccupent particulièrement les présidents de département. Tout d'abord un sujet récurrent, le financement des allocations individuelles de solidarité, au premier rang desquelles le RSA. Les départements souhaitent reprendre les négociations avec l'État sur ce sujet pour trouver une solution durable. Alors reprendre mais plus recentraliser le RSA, mais ils demandent à l'État le paiement du reste à charge. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'État ne verse que 57% aux départements de ce qu'il leur doit. Et puis le deuxième sujet, il est plus récent, c'est la prise en charge des mineurs étrangers isolés, des mineurs qui sont à la charge des départements, un phénomène qui nous dépasse complètement, selon les mots de Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France. Leur nombre est estimé cette année à 25 000. Coût pour les départements, 1 milliard d'euros. Les départements qui demandent une prise en charge totale de l'État. Et Dominique Bussereau a prévenu, si ces deux sujets ne sont pas réglés, les départements ne signeront pas le pacte financier avec l'État. Édouard Philippe est donc attendu de pied ferme. Il viendra ici à Marseille vendredi matin pour conclure ce congrès de l'ADF. Les présidents de départements veulent des annonces concrètes. Objectif pour Édouard Philippe, répondre à leurs attentes pour éviter d'accentuer leur colère. Car comme le dit Dominique Bussereau, le gouvernement ne peut pas se fâcher avec toutes les collectivités. Merci beaucoup Oriane pour toutes ces précisions. La commission de la culture du Sénat s'intéresse au budget de l'audiovisuel public alors que le secteur est frappé par une grève qui touche notamment France Télévisions. Les sénateurs souhaitent que l'audiovisuel public ne soit pas vu uniquement par le prisme budgétaire, tout en appelant néanmoins à une réforme. Stéphane Amalian. Les sénateurs souhaitent recentrer les entreprises d'audiovisuel public sur leur mission de service public et adopter une vision stratégique sur le long terme. Nous avons préconisé dans un rapport fin 2015 un certain nombre de mesures qui sont globales, qui sont systémiques. On ne peut pas approcher le sujet uniquement sur l'aspect financier. Il faut qu'on voit ça globalement. Parmi les propositions figure le regroupement dans une seule holding des 4 grandes entreprises, France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA. Les sénateurs souhaitent également modifier le mode de gouvernance avec des présidents de chaînes nommés non plus par le CSA, mais par leur conseil d'administration. Enfin, une réforme de la contribution audiovisuelle publique est préconisée. L'objectif est aussi de s'adapter aux nouveaux supports numériques et sortir de la logique concurrentielle dictée par les télévisions et radios privées. L'audiovisuel public doit se différencier du secteur privé dans un monde très évolutif, très concurrentiel, où il y a une surabondance et d'ailleurs de l'information avec les réseaux sociaux. Nous pensons que plus que jamais, il faut un projet exigeant. Une réforme profonde de l'audiovisuel public figurait dans le programme du candidat Emmanuel Macron. Les sénateurs espèrent une concrétisation. La seule chose que nous savons, c'est que des efforts budgétaires ont été demandés aux entreprises de l'audiovisuel public et qu'une lettre de mission a été écrite à Madame Nyssen, ministre de la Culture. La ministre de la Culture sera auditionnée les 24 et 25 octobre prochains. Et les sénateurs la mettent en garde, la réforme ne doit pas passer exclusivement par des réductions budgétaires. Et on retrouve Saveria Rojek pour une réaction à ce rapport du Sénat. À vos côtés, le sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, André Gattolin. Bonjour André Gattolin. Bonjour. Vous publiez donc aujourd'hui une lettre officielle envoyée à la ministre de la Culture, à Françoise Nyssen, sur le financement de l'audiovisuel public. Qu'est-ce que vous lui demandez exactement? Sur quoi, avant tout, voulez-vous alerter le public? Ce qu'on veut faire, c'est qu'on poursuive l'engagement de réforme de l'audiovisuel public et de France Télévisions, qu'on aille vers une plus grande rationalisation des dépenses et surtout une plus grande transparence au regard des objectifs
objectifs qui ont été historiquement fixés à la chaîne en termes d'audience, de process de fabrication, pour que les choses soient mieux respectées. Vous demandez une vision stratégique, une refondation, une remise à plat de la gouvernance? Oui, je pense qu'il y a actuellement quand même un petit problème dans la gouvernance de France Télévisions, puisque les audiences continuent de se dégrader, l'auditoire continue de vieillir, donc on a une nécessité de s'adresser à tous, on s'adresse à moins en moins de gens, et le coût global de France Télévisions, d'un budget de 2,9 milliards d'euros, ne répond pas aux exigences de qualité qu'on peut être en mesure d'attendre en tant que parlementaire ou en tant que téléspectateur. Hier, les salariés de France Télévisions étaient en grève pour protester contre justement la baisse des crédits prévus par le gouvernement. Un plan d'économie de 50 millions d'euros est en cours. Est-ce qu'il est justifié, ce plan d'économie de 50 millions? 500 postes vont disparaître d'ici 2020. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est 500 postes? Ça, c'est une projection de France Télévisions. La baisse des crédits de l'État sont de 30 millions d'euros. En effet, c'est 50 millions en revanche de moins que ce que le contrat d'objectifs et de moyens demandé l'an passé par France Télévisions, repoussé par le Sénat, avait prévu. Il faut savoir que la télévision publique en France bénéficie depuis 10 ans d'une augmentation régulière et systématique de ses crédits, alors que l'ensemble des moyens d'État sont en réduction de budget. Et pour autant, il est peut-être important, là aussi dans ce domaine, d'être plus précautionneux sur l'argent public. L'argent public nécessite d'être dépensé avec modération et surtout dans la plus grande transparence. Mais alors justement, comment instaurer un modèle de financement pérenne ? Je crois qu'à un moment, il faudra qu'on passe par une révision des moyens attribués à ce qu'on appelle la redevance, la contribution audiovisuelle publique. Pour le moment, tout ça est fondé sur la possession d'un téléviseur. Il faut savoir quand même que sur l'ensemble des gens qui disposent d'un téléviseur en état de marche, il y a environ 4,2 millions de foyers aujourd'hui qui sont exonérés de cette redevance. Il y a tout un cas de figure. Il y a à peu près 16 cas différenciés. On se rend compte qu'environ 25% à un tiers des gens qui sont exonérés de la redevance payent par ailleurs un abonnement à des chaînes privées. Donc je ne comprends pas qu'on puisse s'offrir des abonnements à des chaînes privées bien plus élevés que le niveau de la redevance et qu'on puisse ne pas payer dans certains cas la redevance. Très bien. Merci beaucoup. Merci André Gattolin d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. À la veille de la remise des propositions sur l'accès à l'université, Gilbert Roussel, président de la conférence des présidents d'université, était auditionné ce matin par les sénateurs. Pour lui, il faut passer par l'instauration de prérequis, mais cette forme de sélection suscite toujours la polémique. Explication de Géraldine Bavoileau. Après l'échec du tirage au sort à l'entrée des filières sous tension, le gouvernement réfléchit à une autre manière de désengorger les universités. La piste privilégiée est celle des prérequis, soit des conditions à l'entrée dans une formation supérieure. Par exemple, l'obligation d'avoir fait biologie au lycée pour s'inscrire en STAPS à la fac. Les contours de cette sélection pour la rentrée 2018 sont encore flous, mais les présidents des facultés sont favorables à la mesure. Cette licence ne doit pas être l'endroit où on va par défaut quand on n'a pas réussi à aller autre part, parce que ça dévalorise cette formation et en plus on envoie des jeunes à l'échec. Donc nous on préconise qu'on puisse mettre un mode de, on peut dire le mot sélection, par une forme de prérequis, mais cette sélection ne soit pas une sélection sèche, donc une sélection, nous, on la souhaite prescriptive. L'objectif est de désengorger les facs, dont le taux d'échec est de 60% en première année. Pour ce syndicat, la sélection pourrait mettre à l'écart des étudiants. C'est des jeunes aujourd'hui qui vont être freinés dans leur accès au diplôme, qui vont être du coup plus susceptibles au chômage et qui ne vont pas pouvoir accéder au parcours de leur choix puisqu'on brise des avenirs en mettant en place une sélection d'entrée de l'université tout simplement. Des places pourraient cependant être réservées à des lycéens qui ne répondent pas aux prérequis mais dont le dossier prouve leur motivation. Et
on va tout de suite ouvrir le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Sophie Orange, bonjour. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Nantes. Merci d'être avec nous. Patrick Fauconnier, bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste des questions d'éducation, auteur de Université, innover ou sombrer, publié aux éditions Fauve en 2017. Merci d'être avec nous. Abdoulaye Diarra est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes le vice-président de l'UNEF, c'est l'Union nationale des étudiants de France. Et j'accueille enfin François Germinet, bonjour, président de l'Université de Cergy-Pontoise. Première question pour vous, François Germinet. Est-ce que vous pensez bien que les 3 mois de concertation avec les principaux acteurs du secteur vont permettre de clarifier les conditions d'accès à l'université ? Ça a permis de clarifier un certain nombre de points de consensus, comme la nécessité d'avoir une plateforme d'affectation des vœux. Supprimer APB n'est pas la solution, tout le monde est d'accord avec ça. Ça va permettre aussi de mettre l'accent sur l'orientation au lycée. Et puis après, nous avons des points de dissensus, bien sûr, comme les prérequis et puis l'effet qu'ils peuvent avoir ensuite sur l'entrée dans le supérieur. Mais en même temps, notre avis est bien qu'il faut pouvoir offrir la bonne formation à chaque étudiant. Abdoulaye Diarra, est-ce que vous avez l'impression que ces concertations auront été utiles finalement ? Nous, on est plutôt sceptiques sur ces concertations parce qu'après plus de 55 séances de concertation, ce qu'on voit surtout, c'est que, alors si on a pu trouver quelques consensus sur effectivement le fait qu'il faille une plateforme unique pour pouvoir permettre à chaque jeune de pouvoir s'orienter, on a une vraie interrogation sur l'aboutissement de ces concertations. On a le gouvernement qui, jusqu'à présent, continue à annoncer en parallèle de ces concertations la question des prérequis, alors même qu'aujourd'hui, on peut le voir dans cette concertation, on a un certain nombre très important d'organisations, d'acteurs qui disent qu'aujourd'hui ce n'est pas la solution, et surtout donc une concertation où ce qu'on craint beaucoup, c'est de voir arriver une solution qui ne sera ni consensuelle, ni aujourd'hui qui ne répondra aux véritables problématiques d'enseignement supérieur. Patrick Fauconnier, pourquoi c'est aussi tabou selon vous de parler de prérequis, voire de sélection à l'entrée à l'université ? C'est un passé historique qui remonte très loin. Il y a déjà des dizaines d'années que l'on évoquait la question de la sélection. Un grand scientifique comme Bertrand Schwartz, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir en 81, avait pondu un rapport qui disait que si l'on ne mettait pas en place la sélection, l'université ne cesserait de tomber de plus en plus bas. C'était très sévère comme jugement et son rapport avait été trappé. Mais le problème se pose effectivement. Et aujourd'hui, les universitaires, on a créé, en fait, depuis cette époque-là, le bac pro, enfin il y a le bac techno et le bac pro, et il faut bien voir qu'un bachelier sur 2 aujourd'hui n'est pas un bachelier général, mais un bachelier techno ou un bachelier pro. Et j'estime que l'enseignement supérieur n'a pas su s'adapter à l'irruption de ces très nombreux bacheliers. Les bacheliers pro, ils sont passés de 75 000 en 95 à 175 000 aujourd'hui. Il y avait les IUT, il y avait les BTS pour eux, mais ça n'a pas fonctionné comme ça, parce que les IUT... Ils n'ont pas leur place dans les universités, les IUT, c'est l'université, mais sélective. Et ils marchent très bien. Donc, ça pose une question. C'est vrai que beaucoup de jeunes, en fait, aujourd'hui, sont passés par des cursus sélectifs. Il n'y a plus qu'un jeune sur 2 dans le supérieur qui n'est pas dans le sélectif. Mais alors, du coup, ça donne l'impression, comme le dit le professeur Beau de Paris 1, que ceux-là, ils sont dans la voiture-balai de l'université. C'est très vexant pour les programmes non sélectifs de voir arriver ceux qui se sont cognés à toutes les autres portes et prennent ça par défaut. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Qu'est-ce que ça dit de notre système universitaire, toutes ces crispations autour de cette question de sélection, de tirage au sort, de ce système APB? On nous annonce qu'il sera supprimé. Moi, je trouve que ça montre surtout que les gens qui parlent de l'université ne la connaissent pas tant que ça, parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que des diagnostics qui sont relativement faux, puisque ce n'est pas à l'université qu'on trouve les étudiants qui sont le plus là par défaut. C'est pas là non plus qu'on trouve le taux d'abandon le plus élevé. Et puis, c'est pas là non plus qu'on trouve le plus de bacheliers technologiques et professionnels. Donc ça aussi, tout ça, c'est des fantasmes, en fait, qui, depuis les années 50, 60, alimentent les réformes de l'université. Et qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle? On a les mêmes fantasmes, alors qu'on devrait s'appuyer sur des faits objectifs qui vont alimenter finalement des réformes qui ne changent rien et qui sont dans la continuité de ce qui a déjà été fait. Il faut néanmoins réfléchir, Sophie Orange, à cette question de l'échec à la fin de la première année et à l'engorgement de certaines filières. Quelles sont les solutions selon vous ? Je pense qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière cet échec? Est-ce que c'est véritablement un échec? En fait, on voit que la plupart des étudiants qui arrêtent leur première année de licence se retrouvent vers une autre formation. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour ceux qui rentrent en BTS,
où là, la sortie se traduit beaucoup plus par une sortie définitive en fait du système scolaire. Donc finalement, orienter de manière massive les bacheliers professionnels et technologiques vers les filières de BTS, ce n'est pas une solution. C'est juste, on cache la poussière sous le tapis, mais en fait, on ne règle pas la question de la réussite dans l'enseignement supérieur. Oui, moi, je n'ai pas du tout dit qu'on trouve beaucoup d'étudiants de techno, enfin de bacheliers techno et pro dans le supérieur. Malheureusement, ils sont très peu nombreux. Ça se sait très bien. Il y a quelques 10% peut-être de bacheliers pro qui tentent leur chance en université et à peu près 30% des bacheliers techno. Seulement la moitié d'entre eux échouent, c'est quand même embêtant. Donc il faudrait que l'université crée des programmes qui soient adaptés au fait que ces jeunes sont possesseurs d'un bagage. C'est pas normal qu'il y ait 8 options de bacheliers techno et qu'ensuite, il n'y ait pas de correspondance avec ce que l'université peut offrir tout d'un coup. Alors, on s'est spécialisé effectivement en bio, ou on s'est spécialisé, mettons, un jeune qui fait un bac techno santé. On pourrait croire qu'il est motivé pour faire l'étude de médecine. Or, il est fichu. Si jamais il prend un bac techno-santé, il ne pourra jamais faire d'études de médecine. Ça, c'est aberrant. Les familles ne le savent pas. Et j'estime que ça fait beaucoup de dégâts. François Germinet, ça m'amène à cette question de l'orientation. Elle doit être revue dès la première année du lycée, selon vous. C'est aussi une des clés pour résoudre ces problématiques aujourd'hui ? Ça va faire partie de la concertation que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, va lancer sur la réforme du lycée. Et effectivement, une des conséquences de cette concertation sur l'accès à l'université, c'est qu'il faut prendre le sujet bien en amont, dès le brevet, le post-brevet, ce que l'on fait au lycée, parce que s'orienter vers une filière professionnelle ou les technologiques, lorsque on a derrière une ambition pour suivre une licence générale, des études de santé ou des masters, eh bien ça peut vous handicaper, ça vous handicape aujourd'hui réellement, et donc c'est un problème qu'il faut prendre bien en amont. Mais il n'en reste qu'aujourd'hui, la situation est difficile, que des étudiants sont tirés au sort, que ce n'est pas acceptable pour personne, ni pour les universités, ni pour les étudiants, ni pour les familles. Et donc il faut pouvoir en sortir en proposant des filières beaucoup plus diversifiées, avec plus de passerelles, et pouvoir dire à un étudiant, bien là, vous n'avez malheureusement pas aujourd'hui les capacités de suivre correctement et de réussir dans votre première année, et donc on va vous permettre de récupérer ces fameux prérequis dont on parle, de vous mettre à niveau et de rentrer ensuite dans la filière. Vous-même, vous parlez de prérequis coercitifs, il faut tenir compte de la série du bac, l'avis du conseil de classe, les notes. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Oui, c'est un faisceau d'indices qui permettent d'indiquer, qui permettent à l'équipe pédagogique en licence de dire, ben là, cet étudiant, je vais pouvoir le prendre et il va pouvoir suivre dans de bonnes conditions, ou bien, ben non, franchement, il faut avoir suivi, par exemple, des mathématiques, de la biologie pour pouvoir rentrer dans mon cursus de licence mathématiques physique, par exemple, et si il ne l'a pas fait, eh bien, il sera en échec. Donc, on lui dit, tu ne peux pas rentrer dans cette filière, mais eh bien, on va proposer des filières d'adaptation, des tremplins pour revenir ensuite vers la filière générale, ou bien des filières professionnalisantes. On doit un emploi à nos étudiants à la fin de la licence, et les orienter vers des filières professionnelles, c'est noble, il faut arrêter de dévaloriser les filières professionnelles. Ça vous fait réagir, Abdoulaye sur pas mal de points, parce que je pense qu'on est toujours un peu dans une vision où parfois on est très caricatural sur l'enseignement supérieur. En vrai, aujourd'hui, il faut bien le regarder, quand on regarde statistiquement, les étudiants qui tentent médecine, c'est avant tout des bacheliers S. Plus de 80%, très souvent avec mention. Les bacheliers qui se retrouvent dans certaines séries universitaires, dans 80% des cas, ils correspondent à leur diplôme qu'ils ont passé les années précédentes. Là, le problématique qu'on se retrouve, c'est quand même... Aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup d'étudiants qui sont amenés en échec. Mais à aucun moment donné, on se pose la question de est-ce que finalement, c'est notre manière d'enseigner, notre manière d'assister à des cours. Je prends l'exemple, par exemple, de Paris 8, où on se retrouvait avec des étudiants qui avaient cours, entre guillemets, sur le pas de la porte parce qu'ils n'avaient pas assez de place pour pouvoir s'asseoir en amphi. Mais à aucun moment donné, on va se demander si cette méthodologie, elle permet aux jeunes de réussir. Et surtout, prendre la question des prérequis, c'est oublier un détail, c'est que effectivement, ça va renforcer les déterminismes sociaux. On le sait très bien aujourd'hui, quand on regarde le nombre de bacheliers professionnels qui se retrouvent dans l'enseignement supérieur, dans les universités ou dans les filières en tension, c'est très peu d'étudiants
en réalité. Et aujourd'hui, sous prétexte de cette exception ou de ce faible nombre, on va essayer de nous expliquer que finalement, c'est chaque jeune qu'il faudrait fortement accompagner, tout en oubliant un élément particulièrement important et qui est l'un des premiers éléments déterminants pour la réussite des étudiants, c'est tout simplement, est-ce qu'ils sont dans un cursus qu'ils ont choisi et qui correspond à leur volonté professionnelle? Parce que avec tous les progrès acquis sur Terre, si je veux faire du droit mais que je me retrouve en LEA, il y a 95% de chances qu'effectivement à la fin de l'année je m'en aille. Sophie Orange, Abdoulaye Diarra vient de parler de cet aspect de renforcement des déterminismes sociaux. Ça veut dire qu'on est condamné à l'issue de son bac, on ne pourra plus peut-être rebondir à l'université comme c'était possible jusqu'à présent? Oui, effectivement, je pense qu'à l'heure actuelle, l'université, en tant que seule formation non sélective de l'enseignement supérieur, permet justement à des bacheliers d'essayer une filière, essayer une formation, et puis d'ouvrir l'espace des possibles. Là, effectivement, si on raisonne en termes de prérequis, on a une politique qui est vraiment uniquement basée sur la gestion des flux et on n'est pas effectivement sur une politique ambitieuse de réussite. Patrick Fauconnier. Oui, moi je trouve que l'université actuellement ne permet pas aux jeunes d'essayer de valider un choix entre plusieurs orientations qu'ils pourraient souhaiter. Parce qu'on lui demande de se mettre en licence de lettres ou en licence de droit ou en licence de sciences, etc. Il faudrait en fait, si on veut appliquer ce que vous dites, et moi c'est ce que je propose de faire, créer une année propédeutique. Autrefois ça s'appelait une année propédeutique. D'ailleurs je crois qu'à Cergy ça existe quasiment. C'est-à-dire une année pendant laquelle on peut tâter de plusieurs matières différentes. Et c'est à l'issue de cette année-là qu'on va vous dire, bon alors finalement, vous, ça serait plutôt le droit ou ça serait plutôt les lettres, voilà. Et ça, je comprends qu'un lycéen, tout jeune et qui vient juste de sortir de son bac, sache pas forcément, il sait pas en fait ce que sont ces différentes matières et si elles sont faciles ou pas. Et c'est normal qu'il n'ait pas encore fait ses choix. Donc l'année propédeutique, moi je pense que ça serait très bien. Et deuxièmement, ensuite, le premier cycle licence, je trouve qu'on devrait y mutualiser ce qu'on fait ailleurs dans les BTS, les IUT, les prépas, c'est-à-dire vraiment des moyens importants donnant aux jeunes la possibilité d'acquérir à la fois un bagage culturel, mais aussi un savoir-faire professionnel qui ferait que quand ils en sortent, ils peuvent postuler le marché de l'emploi. Ce n'est pas le cas des licences générales actuellement. François Germinet, on sait aussi que le gouvernement veut aller vite et doit aller vite pour des questions très concrètes de logiciels. Il faut que les inscriptions soient ouvertes début 2018. Comment vous voyez les choses ? C'est vrai qu'il faut aller vite. Moi, je fais partie du comité de pilotage d'APB ou Feu APB, je ne sais pas, on verra bien. Mais en général, c'est au mois de novembre qu'on décide des tout derniers arbitrages et on indique comment paramétrer et que les universités commencent à finaliser leur capacité d'accueil et puis leur offre. Donc, si quelque chose doit être modifié, il faut que d'ici janvier, ça soit absolument réglé. Donc, il y a urgence. Ouais. Sur ce point, Abdoulaye Diarra. Justement, c'est un peu l'inquiétude qu'on a, c'est qu'on pense qu'aujourd'hui, on essaie de nous faire une réforme en urgence qui est censée répondre sans moyens supplémentaires pour l'enseignement supérieur, ou du moins suffisant, essayer de régler l'ensemble des problématiques en 5 semaines. Et surtout, pour revenir sur la question de l'année propédeutique, nous, on a beaucoup d'interrogations, notamment quand on regarde tout simplement les résultats actuels. Si les étudiants ils ne vont pas dans ces années, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas se remettre à niveau, c'est tout simplement parce que partir pour minimum 4 ans de licence, ça a des coûts financiers particulièrement importants pour les jeunes. Ça veut dire qu'effectivement, quand on vient d'un milieu social qui est moins favorisé que d'autres, effectivement, ça veut dire minimum 4 ans de licence, puis minimum 2 ans de master, sans compter la possibilité de redoublement, sans compter le fait qu'aujourd'hui le système d'aide sociale n'est pas adapté. Effectivement, ça fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec de nombreux jeunes qui sortent de l'enseignement supérieur. Et surtout, nous, on prend souvent l'exemple un peu de Paris 2 Panthéon-Assas, qui aujourd'hui met une filière où ce qu'on voit, c'est qu'on enlève une partie des matières complémentaires, donc pas fondamentales dans la poursuite d'études, mais qui permet de rattraper tout un tas de travail méthodologique, de tutorat avec un encadrement qui est renforcé et qui fait qu'on n'a pas besoin de rajouter des années supplémentaires, mais qu'on permet à un jeune de pouvoir renforcer ses acquis. Et par ailleurs, avec un succès, cette licence, elle se fait sur la base du volontariat, avec une majorité d'étudiants qui y vont volontairement et qui réussissent les années suivantes. Malheureusement, ça a un coût. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le ministère, il veut pas investir pour pouvoir faire en sorte que cette réforme, elle marche. Et donc, plutôt que de faire ça, on préfère utiliser des prérequis qui, globalement, feront en sorte qu'on aura moins de jeunes. Alors, le gouvernement annonce quand même un plan étudiant qui doit accompagner les décisions qui seront prises à l'issue de la concertation. Sophie Orange, on sait qu'il y a quand même des initiatives d'universités comme Grenoble, par exemple, qui
pour ce qui est de la première année de médecine, a supprimé les cours magistraux, renforce les TD. Il y a quand même des expérimentations sur le terrain qui pourraient inspirer, et bien plus généralement, le modèle universitaire français, notamment sur la question du taux d'échec. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la pédagogie est très à la mode dans les universités, mais on voit que plus souvent là, ce qui est mis en place, c'est souvent des cours en distanciel, dont on sait qu'ils défavorisent les étudiants qui sont issus des milieux les plus fragiles et qui n'ont effectivement pas forcément tout le bagage des autres. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de choses. Là encore, je suis d'accord avec mon voisin de table que très rapidement et que finalement on recycle en fait des débats qui ont lieu depuis les années 50, encore une fois, avec des mêmes solutions qui ne changeront pas grand-chose. Et le fantasme de la sélection, ça n'est pas corrélé. La sélection n'est pas corrélée avec plus de réussite et le taux d'abandon sera le même avec la sélection. Ouais. François Germinet, sur les solutions, les expérimentations du terrain qui pourraient permettre l'ébauche d'une solution. Alors, on a des exemples d'universités qui mettent en place des semestres de rattrapage ou des semestres décalés. On a des universités qui s'occupent des décrocheurs. Voilà, on repère les étudiants en situation difficile avant la Toussaint. On regarde s'il faut leur proposer une autre filière. Parfois, on appelle les lycées pour voir s'il reste des places dans les BTS parce que c'était leur premier choix et ils ne les ont pas eu. Et parfois, on arrive à les repositionner dans la voie qu'ils souhaitaient. On a également des filières professionnelles en 3 ans qui sont en train de se construire pour ces étudiants en décrocheurs. Bref, il y a une palette et nous, ce que l'on propose à la conférence des présidents d'université, c'est vraiment une offre qui est renouvelée, complétée, diversifiée avec plus de passerelles. Il faudra plus de moyens, on est d'accord là-dessus. Et ce n'est absolument pas une sélection qui exclut les étudiants du supérieur. On est d'accord pour dire que l'université doit accueillir et non pas refuser, mais pas n'importe où, n'importe comment. Il y a des étudiants qu'on envoie aujourd'hui au casse-pipe qui sont en échec. Et moi, je pense que ce sont justement les plus fragiles qu'on laisse ainsi aller à l'université. Il faut qu'on puisse les guider. Nous sommes pour une orientation renforcée, être beaucoup plus en lien avec l'orientation au lycée, mais aussi l'orientation dans nos établissements. Nos services d'orientation font vraiment des miracles au cas par cas en accompagnant les étudiants, en leur faisant prendre conscience du marché du travail, de leurs aspirations personnelles. Et c'est ça qu'il faut travailler et c'est possible. Abdoulaye. Nous, justement, on pense qu'effectivement, il faut rénover l'orientation. Par contre, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on se disait sur les prérequis, mais c'est juste, on a mis une solution abrupte qui est censée régler l'ensemble des problématiques de l'enseignement supérieur, alors qu'en fait, on recycle une vieille réforme qui, finalement, ne porte pas ses effets et, par ailleurs, ne répond pas aux problématiques d'enseignement supérieur, surtout quand on regarde ce qui nous entoure, au-delà des licences qui sont non sélectives, on pense jamais au taux de réussite des étudiants en prépa. On pense jamais, au fait qu'effectivement, il y a des jeunes qui sont sélectionnés et qui sont envoyés tous les ans dans le mur. Mais par contre, aujourd'hui, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut effectivement un véritable service public de l'orientation, mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut repenser en lien avec cette réforme, parce qu'on ne peut pas poser une réforme et après essayer à chaque fois de commencer à observer les lacunes qu'on a oublié de commencer à régler. Et surtout, je prends juste un petit exemple, c'est tout simplement aujourd'hui, quand on regarde le processus d'orientation tel qu'il est fait, il est fait avant tout par de la dissuasion. On a des tests d'auto-positionnement qui nous arrivent en terminale, après qu'on ait fait l'ensemble de nos choix d'études pour nous expliquer que finalement, notre filière ne correspond pas à ce que finalement serait notre bagage. On décourage les lycéens, c'est ce que vous dites. Oui, c'est exactement ça. Et surtout, une vraie inquiétude sur la question des prérequis, parce que globalement, on va faire reposer toute l'orientation d'un jeune à l'âge de 14 ans. Au moment où il va choisir entre un lycée général et un lycée professionnel, à partir de ce moment-là, en fonction de s'il a choisi un lycée général ou un lycée professionnel, il verra 90% des portes de l'enseignement supérieur se fermer devant lui. Donc effectivement, nous, on ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit quelque chose de bénéfique pour les étudiants, ce soit quelque chose de bénéfique pour les lycéens, et surtout que ça va renforcer la voie professionnelle, qui, au contraire, à notre sens, risque de devenir davantage une porte de garage. Sophie Orange, au début de ce débat, vous évoquiez finalement la méconnaissance du monde de l'université. C'est ça aussi le problème, les élites sont rarement passées par la faculté, plutôt par les grandes écoles. Oui, alors effectivement, il y a cette opposition entre le modèle des grandes écoles et le modèle de l'université. Je pense effectivement ça joue dans ce fantasme de la sélection. Mais je pense que le vrai problème, c'est que on s'appuie pas sur des données objectives pour penser l'université. Alors on pense qu'effectivement c'est une voiture balai de l'enseignement supérieur, alors que on sait très bien que les minorités de l'enseignement supérieur, que sont les bacheliers professionnels technologiques et les bacheliers d'origine populaire, vont en BTS principalement. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que le taux d'échec à l'université
n'est pas le plus important des filières de l'enseignement supérieur. On oublie de dire qu'un bachelier professionnel sur 2, quand il rentre en BTS, il échoue. Donc ça ne semble pas poser des difficultés. On oublie de dire effectivement que la plupart des étudiants qui viennent à l'université, ils viennent de façon positive, ont souvent un projet professionnel. Voilà, donc moi je trouve dommage de poser les bases d'un débat sur un constat et un diagnostic qui est complètement erroné en fait. Oui. Très rapidement pour conclure, Patrick. Mais en fait, ce que me dit Madame Orange, c'est qu'il faudrait vraiment revoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'architecture complète de notre offre d'enseignement supérieur. C'est vrai qu'il n'est pas normal qu'un jeune de bachelier pro techno échoue en BTS. Ça devrait être, normalement, il devrait y avoir une logique. Et je pense qu'à l'heure où les technologies sont vraiment très importantes, je ne comprends pas qu'en France, il n'y ait pas d'université de technologie. Vraiment, il y a 3 universités de technologie en France, mais qui sont sélectives et où il est très difficile de rentrer. Seuls les bacs généraux, les bacs S peuvent y rentrer. Alors que ça devrait être, puisque c'est des universités de technologie, ça devrait être très ouvert aux bacheliers techno. On est très en retard sur la techno. Nos 3 universités, elles font 10 000 étudiants au total. L'université de technologie de Munich, elle fait 48 000 étudiants. Elle a 10 fois plus de moyens financiers que nos 3 universités réunies. Eh bien, merci. Voilà. Merci à vous, Patrick Fauconnier. Merci, Sophie Orange. Merci, François Germinet. Merci, Abdoulaye Diarra, d'être venu débattre sur ce plateau. Alors que le nombre de mineurs accueillis sur le territoire français atteindra 25 000 à la fin de l'année, les départements tirent la sonnette d'alarme. Pour eux, la pression est de plus en plus forte et l'aide sociale à l'enfance doit souvent gérer ce qui est du ressort de la politique migratoire. Édouard Philippe est attendu sur ce thème vendredi à Marseille. Samia Dechir. Ils sont sans doute les plus vulnérables des migrants. En France, la prise en charge des mineurs non accompagnés revient au département. En 2016, ils en ont accueilli 13 000. Cette année, ce sera presque 2 fois plus, avec une projection de 25 000 prises en charge fin 2017. Interpellée hier au Sénat, la ministre de la Justice a annoncé un plan d'action, sans en préciser pour l'instant les contours. Monsieur le Premier ministre, qui se rendra vendredi à l'Assemblée des départements de France, aura à cette occasion la possibilité de vous faire, je crois, des annonces d'un plan d'action très concret. En 2016, les départements ont déboursé 1 milliard d'euros pour la prise en charge des mineurs non accompagnés. Pour évaluer si un migrant est bien mineur, il faut souvent plusieurs semaines au service du département. Mais l'État ne leur verse une compensation que pour les 5 premiers jours de l'évaluation. Elisabeth Doineau est la co-auteure d'un rapport sur le sujet. Elle estime que l'État doit contribuer davantage. Moi, j'espère qu'effectivement, il y aura une enveloppe financière beaucoup plus importante parce que la réalité, c'est que nous sommes tous en grande difficulté. Et je vous le disais au tout début, ça met vraiment en difficulté notre politique classique de protection de l'enfance. C'est-à-dire que pour les autres enfants, eh bien, notre attention aujourd'hui, elle est plus, comment dirais-je, diluée. Pour décharger les services départementaux saturés, la sénatrice propose de créer des plateformes régionales pour l'évaluation de l'âge des jeunes migrants avant leur prise en charge par les départements. Et on va retrouver Oriane Mancini en direct de Marseille. Oriane, vous suivez pour nous ce congrès de l'Assemblée des départements de France qui débutera demain. On le disait, cette prise en charge des mineurs isolés, c'est le nouveau sujet d'inquiétude des élus des départements. Exactement Delphine, une question qui est devenue prioritaire pour les présidents de département. Vous avez rappelé les chiffres, 25 000 mineurs isolés cette année, un coût d'1 milliard d'euros pour les départements qui en ont la charge. Un phénomène qui nous dépasse complètement, dit Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, qui va jusqu'à parler de folie furieuse. Et il juge que pour les départements, c'est un problème à la fois financier, humain et politique. Alors sur le plan financier, il demande à l'État une prise en charge totale, d'autant plus qu'Emmanuel Macron leur a affirmé qu'il réglera le problème et que c'est un problème qui est du ressort de l'État et non des départements. Les départements qui demandent donc tout simplement au chef de l'État de passer de la parole aux actes. Mais pour les départements, je vous le disais, le problème il n'est pas que financier. Ils constatent qu'une grande partie de ces mineurs isolés arrivent dans leur département via des réseaux de passeurs. Ils demandent donc à l'État une politique de répression de ces trafics. Et puis l'autre difficulté, elle est de vérifier la réalité de la minorité de ces personnes qui arrivent. Là encore, une tâche qui revient au département. Ils demandent à l'État de mettre en place un protocole
protocole très sérieux sur ce sujet. Et puis enfin, les départements, ils ont du mal à garantir un accueil de qualité à ces mineurs, de concilier cet accueil avec l'accueil des autres enfants gérés par l'aide sociale à l'enfance. Vous le voyez, Édouard Philippe est donc très attendu sur ce sujet. Des annonces devraient être faites vendredi matin par le Premier ministre. Et Dominique Bussereau a prévenu, si Édouard Philippe ne répond pas, ne règle pas ce problème, les départements ne signeront pas les pactes financiers avec l'État. Merci beaucoup, Oriane. La sénatrice Esther Benbassa s'est rendue lundi à Menton, à la frontière italienne. Membre de la commission des lois, la parlementaire a voulu voir comment se déroulaient les contrôles des migrants, notamment dans les trains. Elle dénonce les contradictions du gouvernement en matière de politique migratoire. C'est un reportage de Jérôme Ramier. Gare de Menton-Garavant, premier arrêt pour les trains en provenance d'Italie. C'est là que la sénatrice Esther Benbassa a choisi de venir voir comment les contrôles aux frontières s'opèrent. Ici, tous les trains sont systématiquement fouillés. Maintenant, le train est arrivé de Ventimiglia. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et les policiers montent dans le train. Les policiers montent dans le train et fouillent intégralement le train et sortent des personnes de couleur noire. Les personnes interpellées sont alors conduites dans un bureau situé au-dessus de la gare. Mais alors que la sénatrice souhaite s'entretenir avec 2 migrants qui vont être conduits dans les locaux de la police aux frontières, les policiers font ce qu'il faut pour l'en empêcher. Monsieur, je suis parlementaire, non. Je voudrais parler avec... Madame, on n'a pas le droit de vous parler de devoir de réserve. Ah bon? Voilà. Ah bon, écoutez... Mais une 3e personne a été interpellée. Les policiers l'ont conduite sur le quai en face pour un retour direct en Italie. Problème, elle se déclare mineure. Bon, ne pleurez pas, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Vous venez d'où? De la Côte d'Ivoire, d'accord. Et vous êtes venue comme demandeuse d'asile? Ce qu'on nous a dit ici, c'est que c'est courant qu'on renvoie la personne mineure en Italie. On n'a pas s'encombrer, oui. La commissaire en charge de la lutte contre l'immigration irrégulière arrive alors sur les lieux et peine à expliquer ce renvoi immédiat en Italie. On va étudier sa situation. C'est-à-dire sa situation. On va l'étudier, on va voir un peu. C'est pas mieux de l'amener au service de l'enfance? Je vais voir, on va voir. Oui, mais si on n'était pas là, vous ne l'appliquez pas, puisqu'elle était là, seule, elle attendait le prochain train. Ça veut dire que la procédure n'a pas été appliquée. Sûrement, il y a une explication. Ah oui, mais je veux l'explication, madame. Écoutez, je vous fais confiance. Je suis là, je suis venue de Paris. J'aimerais bien savoir pourquoi la procédure n'a pas été appliquée. Le sujet est sensible, le préfet des Alpes-Maritimes ayant déjà 2 fois été condamné pour violation du droit d'asile. La visite se poursuit à l'étage de la gare, transformée par la police en bureau pour traiter la centaine de migrants qui arrivent quotidiennement. Et à demi-mot, un responsable policier confie, pour les mineurs, appliquer les consignes des supérieurs en les renvoyant directement en Italie. On établit une réquisition. Mais elle n'a aucun papier. Nous, voilà, j'ai le consigne qu'on nous donne. Après, la police aux frontières vous donnera plus d'éléments. Après, Esther Benbassa décide ensuite de se rendre à ce poste de la police aux frontières où sont emmenés les migrants. Dans ces locaux, aucune association n'est autorisée à rentrer, car ce n'est ni un centre de rétention ni une zone d'attente. Un flou juridique régulièrement dénoncé par les associations. Normalement, les migrants ne peuvent être gardés que 4 heures, mais des témoignages évoquent jusqu'à 1 journée pour certains. Notre caméra ne pourra pas rentrer, mais la sénatrice y a pris des photos et évoque sa visite. La façon dont les choses se passent sont un petit peu, disons, pas très rigoureuses. Et peut-être qu'il faudrait quand même que des ordres arrivent du ministère de l'Intérieur pour qu'on soit plus rigoureux. Dernière étape de la journée, la visite d'un point de contrôle à la frontière. 24 heures sur 24, policiers et gendarmes sirolés, contrôlant les véhicules qui accèdent à la vallée de la Roya. Et il y a quelques années, est-ce qu'il y avait ce contrôle? Il y a quelques années, non, ça fait même pas un an. Même pas un an. C'est le préfet qui a décidé. C'est le préfet qui a décidé. C'est lié à l'état d'urgence? Ça faudra lui poser la question, monsieur le préfet. Non. Je pense que oui, quand même. Oui. Bon,
c'est une zone quand même où il y a beaucoup de passages migrants et de passeurs. Ouais. Pour Esther Benbassa, cette utilisation de l'état d'urgence qui cible davantage l'immigration que le terrorisme en est un dévoiement. Forte de cette visite de terrain, elle demandera au gouvernement le coût de ce dispositif de surveillance aux frontières. Adeline Hazan, contrôleur général des lieux privatifs de liberté, notre invitée. Elle répond aux questions de Tam Tranui. Le face-à-face, c'est tout de suite. Adeline Hazan, bonjour. Bonjour. Nous allons parler ensemble des centres de rétention administrative et de la question des migrants. Mais d'abord, je voudrais vous faire réagir à une situation qui interpelle dans ce reportage avec cette jeune fille qui se dit mineure et qui se fait directement renvoyer en train en Italie sans que l'on cherche à vérifier ses dires. D'évidence, ses droits sont bafoués. C'est un véritable sujet, la présence de mineurs isolés. Il se trouve d'ailleurs que nous venons d'effectuer, il y a à peu près un mois, une mission à Menton. Donc nous ferons un rapport dans les mois qui viennent. La présence de mineurs isolés en France est en train d'augmenter de façon considérable. Ça a doublé sur 2 ans. Je crois qu'il y a à peu près 18 000 mineurs isolés, avec précisément une pratique qui est en train manifestement de s'accentuer, de s'accélérer, de retour immédiat de ces mineurs sans que l'on puisse vérifier s'ils sont bien mineurs. Et dans l'attente, il serait tout à fait normal et légitime que ces mineurs soient placés à l'aide sociale à l'enfance. On vient de voir dans ce reportage manifestement n'est pas toujours le cas, que ça n'est, c'est même rarement le cas, et c'est tout à fait choquant au regard des droits fondamentaux de mineurs étrangers. Vous comprenez donc l'appel au secours des départements sur ce sujet. On attend donc un plan d'annonce d'Édouard Philippe qu'il doit faire pour vendredi. Qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement sur ce sujet des mineurs? Moi, j'attends rien de particulier de la part du gouvernement. J'attends que des moyens soient donnés, parce qu'effectivement, il y a un manque de moyens, c'est une évidence, aux départements pour que l'aide sociale à l'enfance puisse effectuer sa mission, c'est-à-dire recevoir des mineurs, tant que, en tout cas, on n'a pas démontré qu'ils sont majeurs. Là, c'est vraiment exactement l'inverse qui se passe. On considère, on présume à charge qu'ils mentent, qu'ils ne sont pas mineurs, qu'ils sont majeurs, et on les renvoie. Parce qu'il faut savoir, peut-être est-il utile de le préciser, qu'on n'a pas le droit de renvoyer un mineur. Donc ça veut dire que... Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Donc ça veut dire que la police des airs et des frontières considère de façon arbitraire qu'ils ne sont pas mineurs pour pouvoir les renvoyer. Et ça n'est évidemment pas normal. Pour le coup, mineurs et majeurs compris, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a alerté hier sur les orientations de politique migratoire du nouveau gouvernement. Elle juge qu'il y a une multiplication des violations des droits fondamentaux des personnes migrantes observées sur le terrain. Est-ce que vous les rejoignez dans ces craintes, y compris dans les centres de rétention administrative? Alors, il y a 2 choses dans ce que dit la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il y a la rétention actuelle, là nous sommes compétents, et puis ensuite il y a des inquiétudes par rapport à la politique qui se dessine, j'y reviendrai dans un instant. Ce que nous constatons dans les centres de rétention administrative, c'est que les droits des personnes globalement sont mal respectés. En ce qui concerne la santé, ils sont mal soignés. En ce qui concerne l'hébergement, c'est parfois digne, c'est parfois indigne. Ces personnes sont accueillies de façon qui ne sont pas conformes aux droits fondamentaux. Mais la véritable question, c'est aussi la durée. La durée de possibilité d'un placement en rétention a augmenté considérablement depuis 1981. Elle est actuellement de 45 jours. 45 jours, moi j'ai toujours dit que c'était trop et que surtout que ça ne servait à rien. Ça ne sert à rien, pourquoi? Parce que on sait d'expérience que si une personne n'a pas pu être renvoyée dans les 10-12 jours, elle ne pourra pas l'être parce que cela veut dire que le pays d'origine refuse de le reconnaître comme ressortissant. Donc de toute façon, elle ne pourra pas l'être. Donc 45 jours, c'est inutile et ça bafoue les droits des personnes. Le problème actuel, c'est que dans le projet dont on ne sait pas grand-chose finalement du gouvernement, mais on a quand même quelques bribes d'informations, il est envisagé de passer de 45 jours à 90 jours, ce qui serait véritablement un recul extrêmement important des droits fondamentaux, d'autant qu'on sait qu'il y a de plus en plus d'enfants
dans ces centres de rétention administratifs. Comment est-ce que vous expliquez cette situation? De plus en plus d'enfants, de familles avec enfants très jeunes dans ces centres de rétention administrative. On peut l'expliquer d'un point de vue géopolitique parce qu'il y a un certain nombre d'arrivées. La situation géopolitique est ce qu'elle est. Mais en tout cas, sur la pratique, c'est la pratique que moi je dénonce puisqu'elle est même contraire au texte. Il y a des textes, notamment une loi, qui disent que ça doit être vraiment exceptionnel et que c'est l'assignation à résidence qui doit être privilégiée. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a donc condamné la France en 2016 pour le placement en rétention des enfants. Absolument. Et malgré cela, cela continue. Et nous le voyons sur le terrain. Les associations avec qui nous travaillons beaucoup nous le disent. Manifestement, les préfectures ont des instructions très précises de ne pas privilégier l'assignation à résidence, comme ça doit être le cas, mais de placer en rétention des familles avec enfants. Pourquoi finalement? Parce que les services de police donnent l'impression de considérer que c'est plus pratique pour eux, si je puis dire, d'avoir les familles sous la main. Mais c'est une atteinte incroyable aux droits des enfants que de se retrouver dans un centre qui est très carcéral, même si ça n'est pas une prison, avec des grilles, avec des haut-parleurs toute la journée, totalement anxiogène pour des enfants en bas âge. Est-ce que vous liez ça à la nouvelle politique du gouvernement actuel ou est-ce que vous diriez que c'est une dérive qu'il y a déjà depuis longtemps ce placement en rétention? Alors cette dérive, elle est relativement récente, mais elle a quand même quelques années. C'est-à-dire que, par exemple, il y a 2 ou 3 ans, il y avait 40 enfants en centre de rétention. Actuellement, on est à 185 ou 190. Donc c'est déjà un mouvement qui se dessine depuis, disons, 2 ou 3 ans. J'avais alerté d'ailleurs les différents ministres de l'Intérieur successifs sous la période de François Hollande, mais manifestement, c'est quelque chose qui est en train de s'accélérer et je crains que ça ne continue. Ça va donc croissant. Votre réaction à la circulaire qui a été signée lundi par le ministère de l'Intérieur qui a demandé au préfet de s'impliquer personnellement dans le suivi des éloignements après les dysfonctionnements qui ont été constatés avec l'attentat de la gare Saint-Charles pour s'assurer en temps réel du nombre de places disponibles dans les centres de rétention administrative. Est-ce que c'est utile? Ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète parce que en 2 secondes, il faut quand même expliquer le système actuel. Actuellement, quand on expulse un étranger, on lui donne en général 30 jours pour préparer son retour, sauf s'il y a un risque d'atteinte à l'ordre public. Là, on peut l'éloigner tout de suite. Ce que laisse entendre cette circulaire, c'est que quasiment dans tous les cas, il faudra éloigner tout de suite et que la conception de l'atteinte à l'ordre public doit être extrêmement large. Ça veut dire en gros qu'on laissera de moins en moins aux personnes qui sont arrêtées et constatées en situation irrégulière le temps de préparer leur retour. Ça m'inquiète beaucoup. Quant à l'annonce de l'augmentation de 200 places en centre de rétention administrative, ça en dit long sur la politique justement de rétention et d'immigration que ce gouvernement manifestement a décidé de tenir. On voit d'ailleurs d'un côté un préfet limogé directement après l'attentat de Marseille, alors que, on l'a vu, l'illustration de notre reportage, un préfet condamné par 2 fois par le tribunal administratif pour ne pas avoir respecté le droit d'asile reste en place. Est-ce qu'il n'y a pas 2 poids, 2 mesures? Les droits fondamentaux d'un côté, et puis de l'autre côté, la politique sécuritaire qui, d'évidence, paraît plus importante? Bien sûr, mais ça c'est quelque chose que moi je dénonce depuis 3 ans que j'exerce ces fonctions de contrôleur général des lieux de privation de liberté, et particulièrement depuis 2 ans, le contexte sécuritaire que nous connaissons. On comprend ce contexte, bien sûr. Oui, mais justement, les droits fondamentaux doivent être respectés quel que soit le contexte. Et malheureusement, ce qu'on constate en ce moment dans tous les secteurs, particulièrement bien sûr sur l'immigration en ce moment, mais dans tous les secteurs, c'est que finalement la notion de droit fondamental, elle passe derrière, c'est-à-dire qu'on n'est plus comme on l'a été, comme on devrait l'être en permanence, dans la recherche d'un équilibre entre une sécurité qui peut-être doit être augmentée, mais quand même un respect des droits fondamentaux. On a l'impression que finalement, ce respect des droits fondamentaux, c'est quelque chose comme si les gouvernements, depuis quelques années, pensaient que c'était un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Et moi, justement, j'attire leur attention sur le fait que, quel que soit le contexte que nous connaissons, on ne doit pas céder sur les droits fondamentaux. Une toute dernière question, on l'a vu dans le reportage, il y a un poste de police aux frontières qui est utilisé comme un poste de garde à vue, là où a tourné Jérôme Rabier. Est-ce qu'il y a beaucoup de ces lieux qui ne sont ni des zones d'attente, ni des centres de rétention, et où on le voit, pareil, les droits sont rarement respectés, c'est encore plus difficile en l'absence d'interprètes, en l'absence d'associations? Là, en l'occurrence, je ne sais pas exactement ce qu'est ce lieu, c'est assez effectivement
effectivement, c'est un peu un entre-deux. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup de lieux qui sont considérés à un moment donné comme lieux de rétention administrative, en dehors même des centres de rétention administrative, pour y placer des personnes. Et là, il y a encore moins de droits que dans les centres de rétention administrative. Vous n'avez pas pu contrôler ce type de lieu, par exemple? Nous y sommes allés, donc je ne peux pas donner des informations sur ce que nous avons constaté, mais en tout cas, nous rendrons un rapport dans quelques mois. Merci beaucoup, Adeline Hazan, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et justement, Emmanuel Macron, vous venez d'en parler, comme il l'avait d'ailleurs annoncé dimanche soir, s'est montré ferme cet après-midi. Pour lui, les clandestins délinquants doivent être raccompagnés à la frontière de manière intraitable. On l'écoute. Collectivement, nous nous sommes installés dans une forme d'acceptation de la pire des situations. Nous accueillons mal, nous avons des procédures trop longues, nous intégrons approximativement et nous ne reconduisons plus. C'est cela la réalité française. Je souhaite que nous accueillions de manière exigeante et conforme à nos valeurs. Je souhaite que nous contrôlions tout de suite, parce que c'est ce que nous devons à nos concitoyens. Je souhaite que nous intégrions de manière irréprochable celles et ceux à qui nous assurons la protection de l'asile ou des titres légitimes. Mais je souhaite que nous reconduisions de manière intraitable celles et ceux qui n'ont pas de titre. Et puis le Parlement a définitivement adopté par un ultime vote du Sénat le projet de loi antiterroriste qui doit prendre le relais de l'état d'urgence au 1er novembre. Le texte déjà adopté par l'Assemblée nationale il y a une semaine a été voté par 244 sénateurs. 22 ont voté contre, essentiellement les communistes. Les socialistes se sont abstenus. On va d'ailleurs retrouver Saveria Rojek, toujours en direct de la salle des conférences, pour une réaction avec le président de la commission des lois, le sénateur LR, Philippe Bas. Bonjour Philippe Bas. Bonjour. Il y a donc eu accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur ce projet de loi relatif à la sécurité intérieure et au terrorisme. Quels sont les apports du Sénat sur ce texte important? Le Sénat a voulu à la fois doter l'État des armes nécessaires pour lutter contre le terrorisme, mais puisqu'il s'agit d'une loi qui est faite pour les temps ordinaires, et non plus d'une loi d'exception comme l'état d'urgence, il a été obligé de rappeler, et c'est sa vocation, que quand on touche au droit ordinaire, eh bien on ne peut pas déroger à l'état de droit et qu'il faut donc apporter un certain nombre de garanties. Nous avons apporté des garanties sur tous les régimes d'assignation à résidence, de fermeture de lieux de culte qui appellent au crime, ou bien sur les périmètres de sécurité. Pour entrer dans ces périmètres, il faudra montrer patte blanche. Nous avons aussi apporté des garanties pour les perquisitions administratives, mais surtout, nous avons voulu que toutes ces mesures restent temporaires et qu'elles ne durent pas plus de 3 ans. Il y a une clause d'autodestruction inventée par le Sénat. Les mesures tombent au bout de 3 ans. Et par conséquent, si le gouvernement a besoin encore de ces instruments, c'est-à-dire si nous avons un terrorisme qui dure, il faudra à ce moment-là que le Parlement se prononce de nouveau. Voilà, alors justement, vous le disiez, le Sénat a étendu cette fameuse clause d'autodestruction à toutes les mesures. Il l'a étendu ensuite, il l'a étendu à toutes les mesures restrictives de liberté. Ce texte, aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur équilibre possible sur cette question? Vous savez, nous continuons à nous poser une question grave. C'est une loi pour des temps qui ne sont plus les temps d'exception. Mais si le terrorisme reste au niveau le plus élevé de la menace, alors nous disons au gouvernement, prenez vos responsabilités. C'est une version dégradée, atténuée de l'état d'urgence. Mais peut-être que si nous considérons que la menace reste au niveau le plus élevé, il ne faut pas baisser la garde, et plutôt que cette loi, il faut encore proroger l'état d'urgence. C'est au gouvernement de le décider, nous l'avons mis face à ses responsabilités. Alors un autre sujet, Philippe Bas, le temps presse. Vos 2 propositions de loi sur le redressement de la justice ont été adoptées aujourd'hui par la commission des lois du Sénat. Elle porte, je viens de le dire, sur le redressement de la justice. Vous insistez sur l'urgence. Pour vous, il est fondamental d'aller vite. La justice va mal aujourd'hui en France. La justice va mal, les tribunaux sont encombrés, il y a trop de vacances de poste, la justice est désorganisée, les délais d'attente pour obtenir un jugement sont de plus en plus longs, et ces délais
s'accumulent avec l'appel. Et par conséquent, oui, il faut vraiment réagir très rapidement. Il y a urgence à redresser la justice. La commission des lois a fait un rapport, 127 propositions, 125 adoptées à l'unanimité. Nous voulons dépasser tous les clivages politiques en faisant l'union sacrée pour la justice. Si on attend trop longtemps, je vois bien qu'il faut que le garde des Sceaux, Madame Belloubet, fasse sa propre réflexion, son propre jugement. Des groupes de travail sont mis en place, mais nous disons, nous, c'est maintenant que nous apportons les réponses et nous demandons au gouvernement de bien vouloir les reprendre le plus vite possible, car on ne peut pas faire une loi quinquennale qui ne s'appliquerait qu'à partir de 2019. Il faut agir ici et maintenant pour la justice, si on veut vraiment redresser le cap et faire les réformes nécessaires. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup Philippe Bas. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. On en vient à présent à cette police de sécurité du quotidien annoncée cet après-midi par Emmanuel Macron. On sait que certaines communes sont déjà candidates pour expérimenter le dispositif. C'est le cas à Dijon. Alors avant d'en parler avec mes invités, voyez ce reportage de Sandra Cerquera. La police municipale patrouille chaque jour dans les rues de Dijon. Une présence sur le terrain pour tisser des liens avec les habitants, plus que d'interpeller. Ce sera l'une des principales missions de la future police de sécurité du quotidien, voulue par Emmanuel Macron. Bonne journée. Une manière de prévenir les violences, récolter des renseignements ou encore repérer des basculements radicaux. Selon de récentes études, 84% des Français sont favorables au retour de la police de proximité, supprimée par Nicolas Sarkozy en 2003. Peut-être dans certains quartiers, il y aurait besoin d'une présence plus importante, non pas forcément répressive, mais une présence qui serait quand même, au niveau des incivilités, sans doute indispensable. Pour cette adjointe à la sécurité aussi, le retour d'une telle police est nécessaire. On pense qu'effectivement, quand cette police a été supprimée, eh bien, ça a été néfaste pour nos quartiers, ça a été néfaste pour la sécurité et la tranquillité publique en général, parce que ces policiers nationaux avaient vraiment une réelle connaissance du terrain. Ils travaillaient en lien étroit avec la police municipale. Ils avaient aussi une action pour la prévention de la délinquance. Mais en période de disette financière, d'essoufflement des agents, le retour de la police de proximité pose question. Avec quels effectifs, quel financement ? Les contours de la réforme restent encore très flous. C'est sûr, sur le terrain, on a besoin de policiers nationaux supplémentaires. Les effectifs ont été vraiment réduits. Mais pour moi, la réussite de cette police de sécurité du quotidien ne passera pas que par des effectifs en plus. Il faut vraiment retravailler la procédure pénale pour que les policiers retrouvent l'autorité sur le terrain. Pour le maire de Dijon, la création de cette police du quotidien ne doit pas être un coup de com', mais l'opportunité de réorganiser les services de police pour plus d'efficacité. C'est l'occasion, je le crois, d'établir une nouvelle gouvernance partagée entre les collectivités locales et la police nationale. Gouvernance partagée qui fixera des objectifs en matière de lutte contre la délinquance, la petite délinquance, les incivilités, et qui permettra une évaluation et une action qui sera, j'allais dire, je l'espère le plus possible, commune entre ceux qui concourent de la sécurité au quotidien, la police nationale, la police municipale, et puis des fois les forces de sécurité privées. Une quinzaine de villes de France seront retenues pour lancer le dispositif dès janvier 2018. Pour l'instant, la majorité des syndicats de police y sont opposés. Et on ouvre tout de suite le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Cécile Cukierman, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice de la Loire, membre du groupe communiste qui vient d'ailleurs de déposer une proposition de loi pour remettre cette police de proximité à l'ordre du jour. Merci d'être avec nous. Denis Jacob est également sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. C'est une structure syndicale créée par la CFDT. Vous étiez présent cet après-midi à l'Élysée. Vous avez écouté attentivement le discours du chef de l'État. Vous allez nous dire dans un instant ce que vous en avez pensé. Jacques Demaillard est également sur ce plateau. Bonsoir. Professeur de sciences politiques. Vous êtes directeur adjoint du CESDIP et vous êtes
spécialiste des questions de police et d'organisation des forces de l'ordre. Merci d'être avec nous. J'accueille également Alain Richard, vous êtes sénateur La République En Marche du Val d'Oise, ancien ministre de la Défense. Merci d'être sur ce plateau. Et François-Noël Buffet, sénateur Les Républicains du Rhône. Merci à vous. Première question, Denis Jacob. Comment avez-vous accueilli ce discours? On disait que c'était un discours fondateur, très attendu, qui devait donner l'ambition du chef de l'État, justement, pour les forces de l'ordre. Oui, alors globalement, ce discours m'a plu. Je ne vais pas dire le contraire. Il était très volontariste, ferme, avec la réaffirmation de mener la lutte sans faille contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration clandestine, mais aussi réinstaurer un lien avec la population, mais pas avec un retour de la police de proximité. Il a été très clair et j'y souscris parce qu'on connaît l'effet de la police de proximité fin des années 90, début des années 2000. Je pense qu'elle aurait pu être bonne si elle avait été faite de manière chirurgicale là où on avait besoin et pas un élargissement immédiat pour dire qu'on voit du bleu. Donc globalement, ce discours est satisfaisant. Après, ça reste un discours présidentiel, bien évidemment. L'intention est là, l'engagement est fort. Reste à mettre en œuvre sur le terrain l'ensemble des dispositifs qu'il a annoncés. Ouais. Comment accueillez-vous ce discours et notamment sur cette question, puisqu'on en parle de police de sécurité du quotidien? Ce n'est pas le retour de la police de proximité, nous dit Emmanuel Macron. Cécile Cukierman. Oui, mais je crois que c'est d'ailleurs là qu'on va voir après dans les textes et dans les faits, dans les écrits, ce qui sera réellement proposé. Moi, je pense que la question n'est pas de revenir d'abord, y compris dans les caricatures qui ont pu exister et qui ont parfois été généralisées de ce qu'a pu être la police de proximité. Une police de proximité qui, d'ailleurs, à l'époque, manquait d'effectifs pour être réellement efficace, mais en tout cas, à travers la proposition de loi que nous avons déposée, moi je défends réellement une police qui soit territorialisée, qui bien évidemment, à tous les échelons, reste une police dissuasive, préventive, répressive quand il le faut, qui agisse avec les différents renseignements, mais qui travaille surtout en coordination avec les différents acteurs locaux, les élus, les travailleurs sociaux. Je crois que chacun a un rôle à son niveau et de façon coordonnée à l'échelle d'un territoire pour apporter une sécurité dans la proximité à chacune et à chacun. Et moi, je n'opposerai pas le quotidien au non-quotidien, parce que ça signifie quoi? Avant, on ne s'est jamais soucié du quotidien des gens, je ne crois pas. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse attention. Notre objectif à tous, c'est aussi de retisser cette confiance entre la police, nos concitoyens et la police. Alain Richard, on sait aussi que ce discours intervient dans un contexte de menaces terroristes accrues, avec aussi ce fond de grogne policière. Alors, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a su apporter des réponses sur ces deux points? J'espère. Simplement, d'abord, quand vous avez une alternance, c'est logique et c'est attendu par tout le monde que le nouveau titulaire de la responsabilité fasse un état des lieux et essaye de se projeter à partir de la réalité telle qu'il analyse, avec donc une composante de critique du passé qui fait partie de l'exercice et qui, à certains moments, est quand même salubre. Bon. Simplement, il ne sous-estime pas les difficultés qu'il y a devant. Les effectifs de police et de gendarmerie sont ce qu'ils sont. Il n'y a pas de baguette magique budgétaire, ni d'ailleurs de ressources humaines qui permettent de les augmenter de façon massive. Il va falloir travailler avec les effectifs existants, une faible croissance, et un terrain qui s'est dégradé, à la fois parce que vous avez en effet la menace terroriste, qui est un défi de renseignement au quotidien très lourd, qui consomme une partie de l'énergie des personnels, et puis pourquoi est-ce que la police de proximité ne peut pas être établie telle qu'elle était conçue il y a 18-19 ans? Parce que le terrain est devenu plus difficile. Et que, moi, quand j'en parlais avec d'autres responsables, je leur disais, n'imaginez pas qu'on puisse refaire la police de proximité comme il y a 20 ans, parce que les adversaires, c'est-à-dire la délinquance, est à un niveau de violence, d'agressivité qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Justement, parce qu'on a supprimé cette police de proximité sous Nicolas Sarkozy, Alain Richard? Non, les raisons de la montée de la violence sont autres. Et c'est d'abord des phénomènes de désadaptation, d'échec social, etc., pas régulés, qui aboutissent à des personnalités qui sont gravement perturbées et qui se tournent vers l'agressivité. Et puis il faut dire aussi le business. C'est-à-dire que les mécanismes d'acquisition, les mécanismes d'accumulation de ressources à travers le deal aboutissent à des constitutions de féodalité qui se défendent de façon de plus en plus violente. Est-ce que nos forces de l'ordre vont pouvoir s'adapter à cette situation décrite à l'instant par Alain Richard, Jacques de Magnard?
Oui, il n'y a pas de facilité. Ce qui est intéressant là dans la situation actuelle, c'est qu'on a une réforme qui est quand même portée par le président de la République. On sait que c'est un sujet qui est doublement difficile. Il faut arriver à convaincre d'un côté les forces de l'ordre. On sait que c'est pas facile dans le contexte actuel. Et on sait que les effets d'une réforme de ce type-là se font pas sentir à court terme. Apaiser les relations police-population, regagner une présence dans les quartiers, ça se fait pas comme ça, ce serait trop facile. Donc le fait que ce soit très porté politiquement, au plus haut niveau de l'État, c'est quelque chose qui est très important parce qu'effectivement, l'idée est bonne, l'orientation est bonne, c'est une orientation de long terme, mais c'est une orientation qui va produire des effets pas immédiats. Donc de ce point de vue-là, on va commencer à les aborder, mais il y a tout un ensemble d'enjeux en termes de formation, en termes de recrutement, en termes de doctrine, en termes d'évaluation qui vont être extrêmement importants pour que cette réforme, qui est une réforme partagée par nombreux pays occidentaux, puisse avoir lieu en sachant qu'on fonctionne toujours en termes d'essais et d'erreurs. En fait, on adapte un dispositif parce qu'il y a une orientation générale, améliorer les relations police-population, et sa mise en œuvre est une mise en œuvre qui demande des adaptations et des corrections. François-Noël Buffet, c'est vrai que certains syndicats de police étaient plutôt réticents à l'idée de cette police de sécurité du quotidien. Ils disent, nous, on n'attend pas des mots, mais des actes, des voitures, de l'armement, des moyens juridiques pour pouvoir travailler. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On a en mémoire la mobilisation des policiers il y a quelques mois encore, quelques semaines encore, pour dénoncer le fait qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens, notamment de moyens matériels, qui étaient en grande partie obsolètes. Le président de la République, d'ailleurs, dans le discours qu'il vient de tenir, n'a pas parlé que de la police dite du quotidien. Il a aussi évoqué des moyens matériels, des moyens budgétaires supplémentaires, et y compris des recrutements mis en route pour les années qui viennent, et même très rapidement, d'après ce qu'il a dit au mois de janvier. Je crois que, qu'est-ce qu'attendent les Français ? La situation, le contexte a énormément évolué et la violence était quasiment au quotidien, désormais, quels que soient les territoires. Donc nous attendons collectivement qu'il y ait une présence policière forte dans les rues, qu'elle s'appelle de proximité, pas de proximité, du quotidien. Je crois que ça, ce sont des mots qui sont des mots destinés à la communication. La réalité, c'est qu'on a besoin de plus de sécurité sur nos territoires. Il faut donc plus de policiers et plus de moyens matériels. Moi, je dis chiche au président de la République. Je dois dire que son discours en soi me convient. Maintenant, la question, quelle est-elle ? C'est quels moyens réels et dans quel délai et dans quelle mesure on va pouvoir mettre les choses en place rapidement pour que ce soit efficace rapidement. Donc, c'est à l'aune de la réalité des engagements et de leur mise en place sur le terrain que l'on pourra apprécier la nature du discours. Si c'était simplement un discours de présentation ou d'intention, ou si effectivement derrière, c'est ce que j'espère, c'est un discours tact. Ça, je crois qu'on en a besoin et maintenant, en avant, voyons. On parlait de la réticence des syndicats. Je vous propose d'écouter votre collègue socialiste, la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Samia Ghali, pour qui cette police de proximité n'est pas du tout adaptée. On l'écoute. Alors on se parle, je peux vous dire que la police a diminué dans les territoires. Voilà, les chiffres à l'appui. Que les CRS ont complètement déserté des quartiers là où ils étaient justement, où ils faisaient un gros travail. Ils ont complètement déserté. On nous parle aujourd'hui d'une police de proximité en 2018, dont acte. Sauf qu'on va envoyer une police de proximité aujourd'hui dans des endroits où le danger est omniprésent. Quand je dis le danger, je mesure mes mots. Aujourd'hui, dans l'état dans lequel sont certains quartiers, je déconseille de mettre de la police de proximité dans ces quartiers. Je vous le dis, oui. Denis Jacob, quelle est votre réaction ? C'est pas du tout adapté. On se souvient qu'elle avait demandé l'armée, Samia Ghali, pour certains quartiers. Je pense qu'il faut peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs, tout simplement. Aujourd'hui, on est tout juste en train de travailler sur l'élaboration de la police de sécurité au quotidien. J'étais moi-même hier en réunion multilatérale avec le préfet de police. On est en train de dessiner les grands axes de cette police de sécurité au quotidien. Et la doctrine d'emploi, et le président de la République l'a annoncé tout à l'heure, sera de toute façon déterminée au mois de décembre. Donc laissons les acteurs concernés élaborer cette police de sécurité au quotidien. Il y a quand même une grande nouveauté, c'est qu'on va y associer quand même les acteurs de terrain, ce qui n'avait pas été fait dans les différentes politiques précédentes, quelles qu'elles soient, répressive ou préventive, peu importe. Et il ne faut pas oublier également que ce qui est annoncé par le président de la République, c'est un plan quinquennal, il l'a dit, donc forcément on va voir au fur et à mesure, mais quoi qu'il en soit, on ne rattrapera pas ce qui n'a pas été fait pendant 30 ans. Il va falloir du temps, Jacques Demeyer le disait tout à l'heure, mais comment voulez-vous rattraper la suppression de 13 000
effectifs en quelques années, les rattraper en 2-3 ans. C'est pas possible. Il y a un coût budgétaire derrière tout cela. Alors moi, je suis pas là pour faire de la politique politicienne, je suis syndicaliste, mais les moyens, la mise à niveau de la police nationale n'a pas été anticipée, ne s'est pas faite progressivement, et aujourd'hui on a un retard. Et je ne parlerai même pas de l'immobilier. Pendant 30 ans, on ne s'est pas attaqué à rénover, réhabiliter les commissariats, on les a laissés se délabrer, puis aujourd'hui on a 30 ans de retard. Donc c'est pas avec un budget en hausse, parce qu'il est significatif quand même, le budget sécurité il est en hausse, mais on ne va pas faire en un an ce qu'on n'a pas pu faire en 30 ans. Il y a cet aspect conditions matérielles qu'on découvre depuis peu sur les forces de l'ordre qui ont manifesté. Comment on fait justement, Jacques de Maillard, pour remotiver, si je puis dire, justement, les policiers sur le terrain quand on voit les conditions dans lesquelles parfois ils doivent exercer leur mission délicate? Je pense qu'il faut être réaliste en fait sur ces questions-là. Ce que les policiers vivent difficilement, c'est les promesses irréalistes. Donc ce à quoi je suis assez sensible dans la méthode de réforme telle qu'elle est proposée, c'est de fixer un cap général, des objectifs de politique publique assez clairement annoncés, je crois. Et d'expérimenter, un train de discussion est annoncé, la définition d'une première doctrine va s'effectuer, il va y avoir des expérimentations. Ce que dit Samia Ghali, c'est sans doute pas faux, mais il ne faut pas rester sur ça. C'est-à-dire que regagner une présence dans les quartiers, c'est pas quelque chose qui va se faire immédiatement. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut rester à cet état de fait et dire il faut une présence militaire? Non. Donc, de ce point de vue-là, il faut se préparer à des stratégies qui sont des stratégies de présence policière avec des alliés. On parlait de la question des partenariats tout à l'heure, qui sont extrêmement importants et qui sont adaptés au terrain dans lesquels on va intervenir. La police de proximité, enfin la police de sécurité du quotidien, pardon, elle repose sur cette idée-là. On adapte les réponses policières aux problèmes qu'on a à traiter. Eh bien, merci Jacques Maillard. Je crois que vous devez nous quitter. Merci d'avoir participé à ce débat. Je voudrais vous entendre aussi, parce que beaucoup de choses ont été dites dans le discours du chef de l'État, sur l'aspect politique migratoire, Alain Richard. Parce qu'on sait que ça fait aussi partie des missions des forces de l'ordre. Emmanuel Macron, qui l'a déjà dit dimanche soir, il veut raccompagner de manière intraitable les étrangers sans titre de séjour. On sait qu'il y a eu cette circulaire de Gérard Collomb aussi lundi pour mettre en œuvre effectivement les expulsions. On sait que certains disent que c'est contraire aussi à la Cour européenne des droits de l'homme. Non, bien sûr que non. Simplement, ça se heurte à d'énormes difficultés administratives et juridiques, et aussi au fait que la grande masse de l'immigration irrégulière vers notre territoire, elle est organisée. C'est-à-dire que les filières de gestion, de conduite de cette immigration connaissent de très près les particularités de notre système juridique, et donc tout est organisé pour que la reconduite effective soit quasi impossible. Vous savez bien que les 2/3 des personnes qui arrivent en demandant le statut de réfugié ne sont pas des réfugiés. Après l'ensemble des recours, il est vérifié, et naturellement ces procédures sont très protectrices des personnes effectivement menacées, se révèlent être des demandeurs irréguliers. Les gens sont restés plusieurs mois sur le territoire, ils ont parfois une famille avec eux, donc les obstacles pour les reconduire effectivement sont énormes et supposent de lever tous les mécanismes de fraude qui accompagnent ça, par exemple la destruction des papiers, l'absence de toute référence d'identité, etc., et la non-coopération des pays d'origine ou de transit. Donc, moi je me réjouis que le président de la République prenne cette position-là, tout simplement parce que toute démocratie, tout état de droit est légitime à contrôler qui entre sur son territoire. Donc on ne peut pas sans arrêt biaiser avec cette réalité. Je pense que c'est vraiment une tâche très ardue. Ouais. Cécile Cukierman, ça vaut pour les étrangers en situation irrégulière. Il y a aussi la question des étrangers délinquants. On sait qu'Emmanuel Macron veut aussi les expulser. Certains parlent d'une double peine.
Je crois que c'est d'abord très grave. Très grave parce que je ne suis pas sûre qu'on parle beaucoup de sécurité. Là, on a parlé précédemment, y compris de ce problème qui est une réalité du quotidien. Et donc, il faut éviter de laisser dans nos propres discours politiques, aux uns et aux autres, de penser que ce seraient les immigrés ou les étrangers, voilà, quel que soit leur statut, qui seraient responsables de cette délinquance et qui seraient quelque part, parce que c'est ressenti comme ça à l'issue de ce discours, même si ce n'est pas ça qui a été dit en tant que tel, mais c'est entendu à un moment donné sur le fait que majoritairement ce seraient ces gens-là qui poseraient le problème de sécurité dans notre pays. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Il est bien évidemment, comme l'a rappelé Alain Richard, légitime qu'un pays ait un droit de regard sur qui rentre dans son pays. Après, je pense qu'on a aussi renforcé un certain nombre de critères qui font qu'on a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas rester, qui auraient pu rester il y a quelques années. Et je crois quand même qu'à l'échelle européenne, on a encore beaucoup à faire et on pourrait faire beaucoup mieux sur cette question-là, avec beaucoup plus d'humanisme, une intégration bien meilleure, et là aussi avec une intégration beaucoup plus territorialisée qui peut-être dépassionnerait ce débat, parce que tous les exemples qu'on a, c'est que dès qu'on rentre dans le concret d'une, deux, trois familles accueillies dans un territoire, ce sont des élans de solidarité et une intégration réussie pour cette famille qui s'opère. Ah oui, François-Noël Buffet, sur ce point. Sur ce point, ma position est connue depuis longtemps. Je pense qu'on réussit une politique migratoire qu'à la condition qu'on soit en capacité de faire comprendre à ceux qui sont en situation irrégulière sur notre territoire, soient reconduits dans leur pays d'origine. Donc cette fermeté du président de la République, je la salue. Reste à savoir maintenant les moyens qui seront mis en place pour qu'elle soit effective. Il y aura deux verrous à lever. D'abord les accords de réadmission avec les pays d'origine, essentiels. C'est la clé de voûte du système. Et évidemment des évolutions ou une harmonisation européenne qui doit être avancée rapidement désormais. C'est le seul gage de soulager la procédure pour la protection des réfugiés, qui doit être exclusive pour eux, qui doit être rapide, parce que la France accorde sa protection à ceux qui doivent en bénéficier. Elle doit être en capacité de les intégrer rapidement, et de les intégrer rapidement et correctement. Intégrer des étrangers qui ont le statut de réfugiés, ça nécessite de se donner des moyens que nous ne sommes pas donnés depuis de nombreuses années, à regret pour moi. À partir du moment où les gens sont protégés, la France accorde cette protection. Et les réfugiés délinquants, qu'est-ce qu'il faut faire selon après, vous, le réfugié délinquant, c'est autre chose. Il a un statut, il y a un aspect juridique compliqué. C'est pas impossible de pouvoir le renvoyer dans son pays d'origine, mais c'est pas évident du tout. Donc c'est vraiment un cas très particulier. L'étranger délinquant, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Une fois de plus, ne mélangeons pas le statut des réfugiés du reste des politiques migratoires, sinon on est sûr d'aller dans le mur, de donner satisfaction à personne et au bout du compte de ne rien faire. Donc je pense que là-dessus, il faut être vraiment avoir un discours de vérité. Oui, un étranger en situation irrégulière qui de surcroît commet des infractions doit pouvoir être reconduit dans son pays d'origine. C'est un principe normal. Naturellement, les procédures doivent être respectées afin que les droits de chacun soient respectés. Mais ensuite, il faut que pour les étrangers qui arrivent en France, on soit en capacité de les intégrer et de mener une politique d'intégration efficace. Qu'est-ce que ça veut dire une politique d'intégration efficace? C'est de se donner les moyens budgétaires de pouvoir former les gens, leur apprendre le français notamment, les valeurs de la République. Il y a eu un rapport au Sénat. C'est fondamental. Sur ce c'est point. fondamental. Sinon, oui. On continuera de parler dans le vide, on fera des rapports, des beaux discours et on n'avancera pas. Denis Jacob, on voit que les politiques migratoires que souhaite mettre en place le gouvernement ont été étroitement liées avec aussi ce plan sécurité dévoilé cet après-midi. Ça sera le mot de la fin avec vous. Est-ce que vous pensez que justement les forces de l'ordre ont les moyens de mettre en œuvre cette volonté de fermeté affichée de l'exécutif? Alors je crois que nos politiques et le premier, le président de la République doit prendre conscience qu'il faut donner les moyens de son ambition aux policiers. Sans les moyens, on ne pourra rien faire. On connaît la situation, je ne vais pas faire la liste à l'après-vert, il y a des problèmes de conditions de travail, il y a des problèmes de moyens. Il ne faut pas non plus croire que la police pourra faire tout toute seule. Voilà, il y a un véritable problème de politique sociale, il y a un véritable problème de politique de la ville. Si on n'applique pas ces politiques-là parallèlement aux moyens qu'on va donner aux policiers, de même si on ne met pas concomitamment en place une réforme de la procédure pénale, avec cette police de sécurité au quotidien, on ne réglera rien.
On a entendu justement le chef de l'État sur ce point. Merci d'être venu réagir au discours sur la sécurité d'Emmanuel Macron. À noter demain sur l'antenne de Public Sénat, édition spéciale dans Territoire d'Info à partir de 8h du matin. Cyril Viguier et son équipe accueillent Édouard Philippe, le Premier ministre. C'est donc de 8h à 8h30. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.